vrai que la monnaie est un sujet important et je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances à son sujet aujourd'hui, même concernant la création monétaire en elle-même. Les gens pensent que c'est l'État qui produit de la monnaie en chapier. Ils ne sont pas au courant de comment la monnaie est créée aujourd'hui à partir littéralement de rien en fait. J'ai envie de dire, c'est juste mathématique. Il n'est pas possible de rembourser entièrement les dettes qui sont présentes. D'ailleurs, c'est assez facile de le voir. Quand on regarde l'entièreté des dettes qui existent au monde ou au niveau d'un État, elles sont bien supérieures à la quantité de monnaie qui existe dans l'économie. Des détracteurs, mais peut-être des personnes Bien qui sûr, interprètent peut-être bien mal sûr, même par rapport à Bitcoin. Aujourd'hui, des personnes qui s'en bien sûr. méfient beaucoup. Dès qu'on leur dit Bitcoin, c'est directement stop, red Ouais, flag, on n'en parle pas. c'est exactement ça, Mahdi. Aujourd'hui, on voit par exemple aux États-Unis qu'il y a plus d'Américains qui possèdent de Bitcoin que d'Américains qui possèdent de l'or. Intéressant à Incroyable, voir. On voit même des mouvements. On voit même des gens incroyable. qui vendent de l'or pour acheter du Bitcoin. Salam alaikum wa rahmatullah, la team, et bienvenue dans votre nouveau podcast Inspire, l'inspiration qui vous permet de vous lancer dans l'entrepreneuriat by Muse Incubator. Aujourd'hui, on a un invité de marque, Amjad, qui va nous parler de finance et qui va nous parler de Bitcoin. Salam alaikum Amjad, Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mahdi. Écoute, comment vas-tu? ça va super bien. Je Bienvenue dans suis, ce beau salon émirati. barakallahu fikoum, je suis très ravi d'être là. Merci pour l'invitation déjà et puis bravo pour ce setup. Quand j'ai vu que vous avez la possibilité de faire un podcast dans un environnement oriental, je me suis dit, ça se loupe pas ça. On est à Dubaï, on est obligé. Là, on rend hommage aux Émiratis. Franchement, on se sent super bien. Barakallahu fikum. Rafik Baraka. Pour rentrer dans le vif du sujet et pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es, d'où tu viens? Bien sûr, alors moi je suis Amgad, je suis né en France, d'origine égyptienne, qu'avec un nom comme ça, on peut que être égyptien, donc Amgad pour ceux qui connaissent le gueux égyptien. Je suis, euh, je suis de formation ingénieur. Je suis principalement basé à Dubaï en ce moment. J'ai travaillé en France pendant longtemps et puis je me suis réinstallé aux Émirats depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis je suis ravi d'être là et je vais vous parler, Inch'Allah, aujourd'hui de ce que je fais chez Dalit Bitcoin. Ok, alors justement, qu'est-ce que Dalet Bitcoin? Pour rentrer directement dans le vif du sujet, quelle est cette maison du Bitcoin? On a l'habitude d'entendre Dar al-Hadith, Dar. Qu'est-ce que ce Dalet Bitcoin? Écoute, Mahdi, Dalit Bitcoin est né à la base d'un double constat. Euh, d'une- d'un premier côté, du fait qu'il y a une énorme incompréhension du phénomène Bitcoin au sein de la communauté francophone et en particulier dans la communauté musulmane. Et d'autre part, il y a également un besoin criant de se réapproprier une souveraineté économique. On D'accord. vit dans un monde extrêmement testé, avec beaucoup de turbulences, on en parlera peut-être. Les crises économiques que l'on vit aujourd'hui, elles nous touchent quasiment tous. C'est vrai. Et il y a ce besoin de pouvoir reprendre le contrôle sur notre épargne, nos finances. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert le Bitcoin et surtout, j'ai réussi, à travers cette découverte-là, à l'apprécier non pas comme un actif de spéculation principalement, mais Ouais. beaucoup plus. Parce que c'est vrai que lorsqu'on entend Bitcoin aujourd'hui, les gens confondent beaucoup de choses. Justement, est-ce que tu peux nous éclairer de manière très rapide, de manière très succincte, justement, c'est quoi la mission de Dalet Bitcoin aujourd'hui? Alors, la mission de Daily Bitcoin, c'est surtout de vulgariser et d'aider les musulmans à comprendre le sujet Bitcoin et les accompagner dans leur adoption du Bitcoin. Ok, C'est l'importance de comprendre que nous vivons aujourd'hui dans un monde où la monnaie est défectueuse. Cette monnaie-là, elle est basée sur du riba. Elle c'est a vrai, des impacts significatifs sur tous les aspects de notre vie, sur nos économies, sur nos choix, nos priorités, nos comportements également, également sur la planète. Et le fait de ne pas avoir accès à une monnaie qu'on appelle une monnaie saine, qui ne possède pas de débat, qui n'est pas soumise à une inflation artificielle, qui ne perd pas de sa valeur dans le temps,
c'est une peine significative pour tout le monde et en particulier pour les musulmans, pour qui le sujet du riba est un sujet très important, bien évidemment, puisqu'il est interdit dans notre foi. Alors c'est très intéressant ce que tu dis et machallah, tu as l'air de vraiment bien t'y connaître, dans les bitcoins, la crypto. Tu sais, nous, on n'est pas très, informés sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Un petit peu, qu'est-ce que tu as fait comme études, comme carrière? Et qu'est-ce qui t'a amené justement à penser, et à parler un petit peu à t'intéresser à cette révolution monétaire? Alors moi, j'ai fait un parcours assez classique. Je suis ingénieur de formation. J'ai fait une école d'ingénieur, arts et métiers en l'occurrence, en OK, France. machallah. Suite à cette école-là, j'ai rejoint le monde du conseil en technologie et en transformation digitale. J'y travaille depuis plus de 22 ans, 23 ans. C'est un métier qui me passionne puisque j'aide les entreprises à pouvoir se transformer et à innover, à tirer profit des avancées technologiques pour pouvoir être plus performantes, pour pouvoir réaliser un certain nombre d'objectifs qu'elles ont. Alors, Et juste, c'est à quel niveau? C'est au niveau technologique, au niveau plutôt financier? C'est au niveau opérationnel que tu les accompagnes? En fait, c'est l'utilisation de la technologie, toutes les technologies possibles, en particulier les technologies digitales, OK, pour pouvoir être opérationnellement plus efficientes, pour pouvoir proposer des services plus pertinents pour leurs clients, pour pouvoir gérer également leurs ressources, ressources humaines, ressources, OK, diverses ressources. Donc en gros, c'est l'utilisation de la technologie pour pouvoir euh, réaliser ou se transformer, se réinventer OK. en tirant profit de ces technologies-là. Par exemple, est-ce que tu aurais un exemple très concret que ceux qui nous écoutent, par exemple, je te donne un exemple, une société utilise un Google Sheet pour son CRM. Bah, toi, par exemple, tu viens et tu vas leur dire, bah, écoutez, je vais vous mettre tel outil. Est-ce que c'est ce genre d'action? Exactement, Ok. exactement. Donc ça passe par des étapes de définition d'une stratégie et puis ensuite d'implémentation d'outils, comme on dit, Ok. pour pouvoir du coup améliorer la relation client, mieux comprendre ses clients, proposer des solutions qui sont beaucoup plus adaptées au monde dans lequel on vit, mobile et autres. Donc ça, c'est un exemple, hein. Il y a plein d'autres exemples. Il y a bien évidemment l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est de plus en plus présente dans notre monde. C'est vrai, ça. Et donc, en gros, c'est utiliser ces technologies, donc le cloud, la data, l'intelligence artificielle, les systèmes ERP, etc., pour pouvoir répondre à des besoins pressants d'entreprise. Et surtout, les aider à se réinventer. D'accord. Il doit avoir un gros travail de veille, je pense. Surtout aujourd'hui avec les outils d'IA qui, tous les jours, on a l'impression qu'il y a une nouvelle, non, il y a un nouvel outil, il y a une nouvelle façon de faire des vidéos, il y a une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon d'utiliser nos outils. Qu'est-ce que tu penses, toi, très rapidement, en sortant un petit peu du sujet, mais vu qu'on a un expert en outils, on va en profiter. Qu'est-ce que tu penses justement de cette révolution IA aujourd'hui? Est-ce que les gens doivent l'adopter? Est-ce qu'ils doivent plutôt s'en méfier? Comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Je pense que toutes les révolutions, toutes les innovations qui ont touché l'humanité, lorsqu'elles sont arrivées, elles sont passées par des étapes au départ de peur. Les gens ont bien évidemment ont peur du changement, voient une nouveauté arriver qui perturbe leur quotidien. Et donc il est naturel au départ d'avoir plutôt peur. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de dire là est tout à fait valide également pour Bitcoin, puisque Hmm. on est exactement dans la même situation. C'est une innovation technologique qui bouscule un monde établi, un monde ancien, et donc, ces technologies-là, bien évidemment, elles apportent au départ, bon, il y a des phases d'expérimentation où les gens essayent de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil, parce qu'on peut l'utiliser d'une manière qui est plutôt positive ou moins positive. Mhm. Mais au final, une rupture technologique, l'histoire montre que toutes les ruptures technologiques, elles s'installent et elles prennent le dessus sur le monde qui les a précédées. C'est vrai. On avait hier un live d'Adel Bitcoin où on parlait justement de plein d'exemples. L'automobile qui a remplacé le cheval, l'ordinateur portable ou personnel qui a remplacé les systèmes mainframe, etc. Le téléphone portable et smartphone qui ont remplacé les systèmes précédents, le téléphone lui-même qui a remplacé le télégraphe. Et on retrouve Et il y a toujours un cette, conflit.
lors d'un changement brusque justement de système, est-ce qu'on retrouve toujours cette notion de conflit? Par exemple, c'est un peu comme les centres commerciaux qui ont remplacé les petits commerces, les VTC qui ont remplacé les Exactement, taxis, exactement. tu vois? Airbnb qui a remplacé un peu avec Booking, les hôtels et cetera, en tout cas dans la manière de réserver. Est-ce qu'il y a toujours cette notion justement de conflit lors d'une rupture technologique? Bien sûr, il y a toujours au départ une résistance. Donc c'est un Une petit peu normal qu'il y ait résistance, un peu on va dire on va dire des détracteurs, mais peut-être des personnes bien qui sûr, interprètent peut-être bien mal sûr, même par rapport à Bitcoin. Aujourd'hui, des personnes qui s'en bien sûr. méfient beaucoup. Dès qu'on leur dit Bitcoin, c'est directement stop, red Ouais, flag, on n'en parle pas. c'est exactement ça, Mahdi. Il y a au départ souvent une incompréhension, déjà. Une incompréhension d'un phénomène qui est au départ marginal, parce que bien évidemment, il n'existait pas avant. Et alors, il y a des gens qui l'ignorent, il y a des gens qui vont l'attaquer, qui vont essayer de s'y opposer. Donc, cette résistance au changement. Et dans mon métier à moi, on travaille beaucoup sur justement la conduite du changement, comment accompagner les gens pour qu'ils embrassent et qu'ils adoptent ces technologies qui apportent énormément de valeur, normalement. Si ces technologies, si ces ruptures-là sont réelles, C'est vrai. généralement, elles apportent de la valeur. Et puis ensuite, c'est à nous de définir comment on veut utiliser ces outils pour nos besoins. Et avec Et Bitcoin, on retrouve exactement la même chose. Alors, la particularité, si je peux me permettre, Mehdi, pour faire le lien avec Bitcoin, c'est que moi, dans mon métier, on utilise beaucoup d'innovations. Enfin, j'aide ou on aide les entreprises à se transformer et à s'appuyer sur des innovations. Mais il y a un problème quand même fondamental qui reste, qui est que notre économie se base sur une monnaie qui est défectueuse et qui n'est pas saine, qui crée des injustices, qui crée des inefficiences. Et au final, on va se retrouver dans une situation où, bien qu'il y ait des technologies qui permettent de faire plein de choses, l'intelligence artificielle, etc., le résultat pour la société, pour l'humanité, est pas forcément positif à cause de ce point central qui est la monnaie qui nous empêche de pouvoir complètement bénéficier de ces innovations. c'est vrai que la monnaie est un sujet important et je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances à son sujet aujourd'hui, même concernant la création monétaire en elle-même. Les gens pensent que c'est l'État qui produit de la monnaie et qui sont habillés. Ils sont pas au courant de comment la monnaie est créée aujourd'hui à partir littéralement de rien en fait. Et que c'est basé sur un système de riba. Et on parle beaucoup de crise financière, d'hyperinflation. Les gens comprennent pas comment les pays sont endettés. On parle de surveillance bancaire. Quel regard, toi, tu portes de manière globale sur le monde actuel? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand on voit la dette des États-Unis qui dépasse des 30 000 milliards et compagnie, on se pose vraiment des questions. Selon toi, aujourd'hui, en quoi Bitcoin peut-il être une réponse possible à tout ça? Et en quoi c'est une alternative éthique pour les musulmans? Bon, ça fait plein de questions là, Mahdi, mais barakallahu fik pour ces questions super intéressantes. Je dirais déjà sur la première question, on vit une époque de bascule, où ce qu'on appelle des crises, que certains peuvent s'imaginer être des événements, c'est un peu la faute à pas de chance, c'est le qadar. En fait, c'est pas du tout le cas. Ces crises-là sont constantes, permanentes dans les dernières décennies qu'on a vécues. Depuis le début des années 70 en particulier, qui coïncide vraiment à un événement très important qui est celui où la monnaie fiduciaire que l'on utilise aujourd'hui, l'euro, le dollar, etc., a été décorrélée de l'or. Il y a encore des gens, je pense, Afin qui se de... disent, qui croient que la monnaie que l'on a, la monnaie émise par les États, est adossée à des actifs, à une économie, à de l'or, etc. C'est archi faux. La fin de Bretton Woods. Ça a Alors, commencé. Bretton Woods a mis en place le système, le standard or. Il a défini le dollar comme étant la monnaie de réserve mondiale. Mais c'est surtout le 1971, avec l'événement, le choc Nixon, donc le président américain, qui a décidé de décorréler la monnaie, le dollar, des réserves d'or qui étaient présentes aux États-Unis. Il l'a fait pourquoi? Pour pouvoir financer la guerre du Vietnam et financer énormément d'activités très liées aux priorités du gouvernement américain. Quoi qu'il en soit, donc on a, depuis les années 70, une monnaie qui, pour le coup, est imprimée à partir de rien, à partir principalement de dettes. C'est là que le riba intervient.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi ce système très rapide, hein, parce qu'il y en a, ils vont dire, mais comment on peut créer de la monnaie et en même temps créer de la dette? Tu vois, les Mmh. gens ont du mal à comprendre ça. Comment on peut créer de la dette en créant de la monnaie? Est-ce que tu peux nous expliquer de manière très simple Mmh. ce mécanisme? En fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que, l'émission de dette est de la monnaie. La monnaie qu'on utilise, c'est une dette, c'est une promesse d'un remboursement de quelqu'un. Il y a plein d'exemples super simples, quelqu'un va voir sa banque pour, emprunter de l'argent et pour acheter une maison, par exemple. Au moment où il prend ce crédit-là, où il emprunte de l'argent, à ce moment précis, la banque va créer de l'argent. Cet argent qui sera donné au moment du crédit, il n'existait pas avant l'emprunt. Il est créé de toutes pièces, ex nihilo. C'est de l'argent magique lié à cet emprunt. Donc l'argent est un argent dette en fait. La monnaie fiduciaire qu'on utilise aujourd'hui, c'est ça. Ça peut être un choc pour plein de gens, parce que je pense que la majorité des gens se disent en fait, non, la monnaie qu'on utilise, elle est basée sur quelque chose de concret, d'une économie, d'activité, etc. Les C'est pas du gens, tout le cas. les gens pensent que la banque a un coffre-fort avec un équivalent, tu sais, en or par exemple ou en billets Mhm. de ce qu'ils t'ont prêté. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que C'est pas du tout le cas en fait. Quand on comprend mais les ensuite. intérêts, eux, par contre, ils sont réels. C'est qu'il faut Exactement, exactement. les intérêts, par contre, faut vraiment faut les payer et Alors, juste pour répondre à ta première question, Mehdi, là-dessus, il y a ce système de réserve fractionnaire qui apparaît, donc le crédit qui est fait. Et ce crédit-là, comme tu le dis très bien, il est adossé, enfin, il y a des intérêts qui sont liés à cet emprunt qui sont réels. Ces intérêts-là poussent à étendre le crédit de manière régulière. C'est pour ça qu'il y a un problème structurel, en fait. Les crises que l'on vit ne sont pas arrivées là par hasard. Et ils ne sont pas passagers, ils sont permanents. Et on peut le mesurer très facilement avec la mesure de l'expansion de la monnaie, du crédit, etc. Et c'est là que le Bitcoin intervient. alors justement, avant de rentrer dessus, qu'est-ce qui fait justement que les États ont décidé au lieu parce que avant, quand un État souhaitait construire quelque chose ou autre, il imprimait l'argent, construisait les ponts, les routes, et remboursait à l'État, il détruisait cet argent-là, c'était fini. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État ne peut plus faire tourner la planche à billets, qu'elle est obligée de passer par des systèmes bancaires, il y a des obligations et autres, et que justement, ça crée à ce moment-là de la dette. On se rappelle un peu du grand emprunt de d'Estaing, Giscard d'Estaing, l'emprunt du siècle, et qui a fait beaucoup de mal à la France, et qu'aujourd'hui, ben, on rembourse même les intérêts initiaux ne sont pas remboursés. Donc cette dette, elle ne fait que s'accumuler. Et au final, à la fin, en fait, on ne pourra jamais la rembourser. C'est un peu comme quelqu'un qui doit 100 euros à quelqu'un, mais qui a, par exemple, 10 euros d'intérêt à rembourser tous les mois, mais il peut rembourser que 1 euro. Et chaque mois, ça augmente, ça augmente. Donc finalement, au final, la dette, le remboursement de la dette coûtera plus cher que la dette en elle-même. Comment faire pour sortir de ce système-là? Est-ce que justement, Bitcoin aujourd'hui, selon toi, et je sais qu'il va y avoir peut-être des détracteurs, et n'hésitez pas les amis à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo, Inch'Allah, pour nous donner votre avis et échanger avec nous. C'est une discussion très ouverte et on essaie de parler avec des personnes qui ont un niveau dedans, tabarakallah, qui ont étudié cette question-là. Et justement, Bitcoin aujourd'hui, selon toi, est-ce que c'est une alternative éthique à ce système-là? Ou en tout cas, le système peut-être de la blockchain ou autre? Alors, c'est super important de comprendre l'économie, de comprendre la monnaie pour pouvoir savoir exactement dans quoi on baigne aujourd'hui. Parce que plus on creuse et plus on comprend la gravité du problème. Effectivement, la monnaie est créée par différentes institutions. Elle est créée aussi par des dettes faites par les États. Donc, tu as donné un exemple là. Et donc, on retrouve globalement ceux qui créent la monnaie, c'est principalement les banques centrales pour financer les États et également les banques commerciales pour financer des particuliers, des entreprises et autres. Je simplifie, je vulgarise très très fortement pour aller droit au but. Et donc cette monnaie qui est créée, lorsqu'elle est créée, c'est le principal qui est créé. J'emprunte 100 000 euros, c'est 100 000 euros qui sont créés. Mais je dois rembourser 110 000 euros de surplus de l'EBA. De 10 000 euros, lui n'est pas créé. Déjà, mathématiquement, il y a un problème dans l'équation. Ce qui fait que, j'ai envie de dire, c'est juste mathématique. Il n'est pas possible de rembourser entièrement les dettes qui sont présentes. D'ailleurs, c'est assez facile de le voir.
Quand on regarde l'entièreté des dettes qui existent au monde ou au niveau d'un État, elles sont bien supérieures à la quantité de monnaie qui existe dans l'économie. Donc théoriquement, si tout le monde voulait rembourser toutes les dettes maintenant, tout de suite, il ne serait pas possible. Ce système est fait pour continuer à augmenter ces dettes et à augmenter la masse monétaire. D'accord. Ok. C'est quoi l'impact? L'impact, c'est tout simplement que euh, les gens, sans le savoir peut-être, utilisent une monnaie qui structurellement est faite pour se dévaluer dans le temps. Parce que plus on a de monnaie créée dans l'économie, plus sa valeur baisse. L'inflation. Et donc l'impact direct, ça c'est ce qu'on appelle l'inflation monétaire, la croissance de la monnaie, qui a un impact direct qui est l'inflation des prix. Les prix de toutes choses sont amenés à monter. C'est pour ça que l'immobilier monte, les différentes ressources montent, etc., etc. Et c'est vrai, c'est un point important que tu as soulevé, machallah, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, ils ne comprennent pas justement la dévaluation de la monnaie. Ils pensent que 10 euros d'aujourd'hui valent 10 euros d'il y a 10 ans. Non, pas du tout. Ils comprennent pas comme aux États-Unis, à l'époque, 1 dollar valait. Moi, j'avais vu une étude, un truc qui montrait la distance, la différence entre 1 dollar de 1900 et 1 dollar d'aujourd'hui. C'est incroyable comment la monnaie elle s'est dévaluée. Et donc, les gens, ils mettent leur argent dans des comptes Ouais. bancaires en pensant que ça prend de la valeur. Mais justement, C'est la justement l'un vraie des arnaque, problèmes. c'est que, en fait, ça se dévalue avec le temps et que, comme tu l'as dit depuis tout à l'heure, c'est basé sur rien. C'est-à-dire cette monnaie papier en soi, elle est basée sur rien. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que... La dévaluation monétaire, juste sans te couper, Mehdi, c'est à peu près 7%, 7-8% annuel. Ça veut dire que C'est dingue. la monnaie perd 50% de sa valeur tous les 10 ans. C'est Mais là, je te incroyable. parle des meilleures monnaies, hein. Je te parle du dollar, je te parle de l'euro. Je te parle pas des monnaies qui sont dans des économies beaucoup plus faibles euh, et qui ont une inflation qui est beaucoup plus forte que 7 à 8%. Donc une personne qui laisse son argent à la banque, elle perd 50% de sa valeur tous les 10 ans. Et donc, Incroyable. quand tu comprends en fait ce phénomène monétaire-là, c'est là que tu peux beaucoup plus apprécier la solution Bitcoin. Et c'est aussi pour ça que j'ai fondé Darel Bitcoin, qui avait pour objectif de créer un espace éducatif pour parler du Bitcoin autrement, comme étant une solution qui est alignée avec les valeurs éthiques musulmanes, qui sont notamment la justice, la transparence, on en parlera si tu veux, et qui offre justement quelque chose de totalement différent en termes de structure monétaire. Et aujourd'hui, justement, en quoi Bitcoin peut répondre à cette problématique-là? Parce que Bitcoin repose sur quoi, au final? Que les gens vont dire, OK, Bitcoin repose sur quoi? Des 1, des 0, il repose sur une économie numérique. Donc, techniquement parlant, ça repose, techniquement parlant, bah, sur rien. Comment, justement, toi, selon toi, qu'est-ce que Bitcoin, comment ça peut devenir justement cette fameuse alternative? Et c'est cette question-là que beaucoup de gens se posent aujourd'hui Ouais, avec ouais, cette bien sûr. monnaie numérique en disant bah, si c'est numérique, bah, ils vont pouvoir encore faire encore plus, entre guillemets, imprimer d'argent numérique parce que là, il y a zéro contrôle. C'est juste des chiffres dans un ordinateur. Alors qu'encore avec des billets, il fallait les produire, les billets. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, en quoi Alors, Bitcoin peut répondre, ou ouais. en tout cas la technologie Bitcoin peut-elle répondre à ces enjeux-là? Déjà, le système monétaire actuel, les gens pensent que quand on parle d'impression monétaire, il y a vraiment une imprimante qui imprime des billets. C'est pas le cas. Plus de 80% de la masse monétaire existe uniquement comme des chiffres 0 et 1 sur des serveurs de banque. Juste pour qu'on soit clair. Ouais. La grande majorité de la monnaie est créée par les banques commerciales. Ces banques commerciales-là, elles créent de l'euro de la banque commerciale. Donc, tu as de l'euro, par exemple, Société Générale, tu as de l'euro BNP Paribas, etc., qui n'existent que sur ton compte, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que si une banque fait défaut, bah, elle fait défaut. Cet argent-là, on appelle de la monnaie scripturale, elle n'est même pas connue ou reconnue par la Banque centrale, premièrement. Donc déjà, Ok. on est sur, quand on parle de monnaie numérique, la monnaie déjà aujourd'hui est numérique. Elle est déjà numérique. Sauf qu'elle est centralisée. Bitcoin propose quelque chose de totalement différent. Il propose une émission monétaire qui est décentralisée, qui n'est pas mise aux mains d'institutions qui peuvent en faire ce qu'elles veulent. C'est une politique monétaire qui n'a pas de débat. Ça, en soi, c'est juste hallucinant. Moi, j'ai étudié l'économie
depuis un bon moment, depuis les années 2014 en fait. Moi, j'ai découvert en fait ce phénomène de création monétaire. Et quand j'ai découvert le Bitcoin, pour moi, ça a fait clic. Et j'ai tout de suite vu une solution qui est complètement différente, un système alternatif qui propose justement pas de débat, c'est unique, qui propose également une politique monétaire qui est prévisible. On sait exactement combien de monnaie est créée régulièrement. L'offre monétaire est fixe. Il n'y a pas de censure. Chacun peut disposer de son argent comme il le souhaite. Il n'est pas dépendant d'un système bancaire et d'un système monétaire. Donc il y a plein de choses que nous offre Bitcoin. Au final, j'ai envie de dire, il donne la possibilité à chacun de retrouver une dignité monétaire, Ok. une dignité économique, puisqu'il redevient lui-même, il reprend le contrôle sur la valeur économique qu'il crée à travers son travail et il n'est plus dépendant d'organismes qui peuvent artificiellement augmenter la masse monétaire, dévaluer sa monnaie, geler son compte, l'empêcher de l'utiliser. Il n'a pas besoin de demander la permission pour pouvoir utiliser son argent. Tous ces éléments que je viens de citer là sont alignés avec maqasid al-sharia, les finalités de la jurisprudence islamique. Et je trouve justement, c'est là que Dalet Bitcoin souhaite justement aider les musulmans à comprendre ça pour qu'ils puissent voir qu'il y a énormément de bénéfices en fait pour nous. Et est-ce que, selon toi, justement, à travers ces différents principes, il est possible que Bitcoin ne soit pas, on va dire, falsifiable ou modifiable, mais contrôlable? Dans le sens où celui qui posséderait une grosse masse de Bitcoin aurait une sorte de pouvoir justement sur sa valeur. Par exemple, on a des grosses sociétés comme MicroStrategy, des boîtes comme ça qui ont accumulé énormément de Bitcoin. On a vu des États maintenant qui Mhm. commencent à accumuler du Bitcoin. Mhm. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer un monde dans lequel, vu que c'est, je crois, il y a 21 millions de Bitcoins, c'est bien ça, qui Exactement, sont oui. Au illimités, maximum. est-ce qu'on peut s'imaginer un système dans lequel quelqu'un posséderait énormément de Bitcoin et au final posséderait l'économie? Parce que si tout le monde se base sur Bitcoin et que par exemple les Américains achèteraient, je dis une bêtise, hein, 20 millions de Bitcoin, resterait 1 million pour le reste du monde, bah, les Américains contrôleraient cette économie. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi, tu penses? Alors justement, c'est pour ça que l'éducation est super importante. Il faut comprendre qu'est-ce que Bitcoin, comment il fonctionne. Et quand on l'étudie, on comprend que celui qui a beaucoup de Bitcoin, il a autant de droits que celui qui n'a pas beaucoup de Bitcoin, premièrement. Le fait de posséder beaucoup d'unités monétaires Bitcoin ne te donne pas plus de privilèges. Ce qui est par ailleurs très différent du système fiduciaire qui justement donne des privilèges à celui qui a l'accès au crédit. Ce qu'on appelle l'effet cantillon par ailleurs. Une personne qui peut accéder au crédit, il a un avantage sur les autres. Parce qu'il a accès directement, il est proche du robinet monétaire et il a la capacité de pouvoir avoir du nouvel argent avant les autres et grâce à ça, il va avoir un avantage, ce qu'on appelle l'effet cantillon. On n'a pas d'effet cantillon dans le système Bitcoin. Toute personne qui possède du Bitcoin est quelqu'un qui l'a acquis à travers preuve de travail. C'est quelqu'un qui a dû travailler pour pouvoir échanger sa valeur économique qu'il a créée contre de la monnaie Bitcoin. Et quand il a cette monnaie-là, eh ben, il a autant de droits que celui qui en a beaucoup. C'est-à-dire, il a le droit de l'utiliser quand il veut. Personne ne peut l'interdire de l'utiliser. Et il est protégé par la dévaluation monétaire dont on a parlé, etc. Donc, c'est exactement le contraire, en fait. La monnaie Bitcoin permet à tout à chacun de pouvoir reprendre le contrôle sur son argent. Maintenant, par rapport à ta question, s'il y avait des gens qui ont beaucoup de Bitcoin et qui, de ce fait, décidaient, parce que je pense que dans l'imaginaire des gens, cette idée-là est présente, si ces gens-là décidaient de vendre massivement leur Bitcoin, qu'est-ce qui se passerait? Le prix serait impacté? Bien évidemment, le prix serait impacté. Mais c'est le cas pour tous les actifs. Ceux qui ont une quantité massive d'or, s'ils décident de vendre massivement de l'or, le prix de l'or va chuter. D'ailleurs, on a exactement le phénomène inverse. Si on découvre beaucoup d'or, bah, le prix de l'or également chute. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on a découvert l'Amérique. Il y a une quantité d'or significative qui est arrivée en Europe qui a dévalué l'or. Ce phénomène-là d'évolution des prix en fonction de l'offre
et de la demande, bien évidemment, s'applique à tout le monde, également à Bitcoin. Par contre, là où Bitcoin est très intéressant, c'est que son offre à la base, elle est limitée. On ne peut pas l'imprimer, on ne peut pas augmenter sa quantité, donc on ne peut pas la dévaluer. Celui, si jamais MicroStrategy ou d'autres entreprises qui ont accumulé beaucoup de Bitcoin décidaient de s'en débarrasser, bah, ça serait une opportunité phénoménale pour ceux qui n'ont pas de Bitcoin de pouvoir s'en emparer à un prix pas cher. C'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Parce que la proposition de valeur de Bitcoin est unique. C'est le seul argent au monde qui est capable de te donner le contrôle total sur ton argent. Il faut distinguer en fait le prix de la valeur. On voit beaucoup le prix, surtout pour ceux qui font des cryptos, etc. Ils sont très... Dans la euh, spéculation. exactement, et puis ils sont touchés émotionnellement par le prix a monté, le prix a baissé, etc. Ça, c'est le prix. Derrière, il y a la valeur. La valeur, c'est quoi? C'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est la résistance à la censure, c'est la protection contre les débats, c'est la possibilité de pouvoir développer des économies locales de manière autonome. Et c'est ce qui se passe sur le terrain. On le voit, partage avec, chez Dalet Bitcoin des expériences très concrètes qui sont utilisées en Afrique, en Ouais. Asie, etc., qui montrent et qui démontrent que cet argent-là est extrêmement bénéfique. Et est-ce que tu penses réellement qu'avec ce système-là, on peut s'affranchir du système bancaire? Parce que, on va dire, la prérogative de la création monétaire est, à la base, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle des banques centrales, comme on l'a vu précédemment. Est-ce que, justement, on voit un petit peu, par exemple, que l'Europe, elle est pas très, elle veut créer un euro numérique, mais en même temps, elle veut pas trop se plonger dedans. On voit par contre Non, non, ça va venir, ça va venir. on Non, voit un non, président américain qui est entre guillemets pro-crypto et qui, au contraire, il veut mettre en avant le Made in America pour ceux qui viendraient aux non, non, États-Unis. ça arrive aussi. Est-ce que justement aujourd'hui, on peut réellement, selon toi, s'affranchir et avoir cette fameuse liberté? Est-ce que c'est pas forcément un rêve plutôt de pouvoir atteindre cette fameuse liberté et qu'au final, ce sera contrôlé par un État? Est-ce que selon toi, finalement, un État peut laisser la monnaie, qui est quand même euh, un élément central de la gestion étatique, à, on va dire, un peu la main invisible du marché, on va dire ça comme ça, et ne pas avoir de contrôle sur justement qui détient quoi? Parce Je qu'au vois bien. final, ils ne sauront pas, même si tout est tracé par la blockchain, au final, c'est anonyme, on ne sait pas à qui appartient quoi. Est-ce que cette chose-là, selon toi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui pose problème? Je ne sais pas, hein, moi, je pose la question. Est-ce que c'est discuté? Est-ce que Non, justement, c'est l'exact opposé. tu C'est vois, justement l'exact est-ce que ça opposé. les arrange? Est-ce que au contraire, ça leur fait peur? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, Mehdi. Déjà, l'euro numérique, il arrive. La Banque Centrale Européenne est en train de pousser très clairement le sujet. Elle communique beaucoup là-dessus. Elle est très claire. Hier, elle a posté, c'est un message que j'ai partagé également sur le Telegram de la Bitcoin, une volonté de mettre en place des mesures pour euh, canaliser ou capturer l'épargne des Européens pour pouvoir financer les politiques prioritaires de l'Union européenne. C'est ça Carrément. qu'il faut comprendre. Et je pense qu'il ne s'en cache pas. Je ne dis pas quelque chose de... C'est pas des fake news. Il y a des sources qui proviennent de la Banque Centrale Européenne. Je propose aux gens de voir les sources que j'ai partagées sur le Telegram de Daily Bitcoin, émis directement par la Banque Centrale Européenne. Donc, it is what it is. Bon, quoi qu'il en soit, cette monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC en anglais, Central Bank Digital Currency, elle arrive. Elle arrive, elle est prévue normalement pour octobre 2025. On verra s'ils tiendront les délais ou pas. Et moi, je trouve que c'est peut-être le meilleur argument marketing pour Bitcoin. Parce que plus les gens comprendront le système monétaire dans lequel ils vivent, aujourd'hui, il y a un gros problème de méconnaissance. Les gens sentent qu'il y a un problème fondamental, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur la cause du Hmm. problème. Et plus ces expériences se répètent, le fait que la banque centrale impose une monnaie qui permet de contrôler qui fait quoi, qui a le droit de dépenser son argent ou pas, etc. Ou d'autres événements, par exemple, comme les Libanais. Les Libanais, tu leur parles de Bitcoin, je pense qu'ils comprennent tout de suite. Parce qu'ils ont vécu une situation où leur argent était dans des comptes bancaires, des banques qui ne leur permettaient pas de l'utiliser, et du jour au lendemain, ils étaient gelés. Donc ces gens-là Hmm. comprennent ça veut dire quoi liberté, comprennent l'importance de la souveraineté, de la résistance à la censure.
Et Et j'ai- ces événements-là vont du coup apporter beaucoup, j'espère en tout cas, d'éducation pour que les gens puissent ensuite aller vers des solutions alternatives. et est-ce que selon toi, justement, cet euro numérique, ce serait pas un petit peu l'antichambre de Bitcoin? Parce que au final, si l'euro numérique reprend le relais, on va dire, de la monnaie scripturale actuelle, mais en vitesse puissance fois 1000, parce que maintenant, il se débarrasse complètement des réserves et autres, on va dire, obligations. Parce qu'on voit par exemple que les Américains, Trump a été clair, il a décidé de ne pas créer de dollar numérique. Mhm. Il préfère laisser le Bitcoin. C'est quoi justement ce qui est en Il train de se... s'appuie sur les stablecoins Voilà, plutôt. voilà, Il a plutôt choisi une stratégie basée sur des stablecoins. voilà, USDT, enfin USDC, Ouais, etc. principalement. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui justement cet euro numérique? Est-ce qu'on doit s'en méfier pour ceux qui nous écoutent, qui va venir les toucher? Est-ce qu'ils doivent plutôt l'adopter? Ils doivent plutôt aller sur Il doit, Bitcoin? il doit fuir. Il doit fuir l'euro numérique. Non, c'est une catastrophe. L'euro numérique est une catastrophe. Ça a été demandé par personne. Beaucoup de gens en Europe m- manifestent très fortement leur mécontentement par rapport à l'euro numérique en disant on ne l'a pas demandé, d'où ça vient en fait. Qui à la base décide finalement de cette monnaie? On n'en veut pas. Est-ce qu'il y a eu un vote au sein de l'Union européenne pour demander aux Européens? On est dans une démocratie, je crois. Est-ce qu'on a demandé l'avis des gens? Est-ce qu'ils voulaient cet euro numérique ou est-ce qu'ils voulaient autre chose? On leur impose, comme on leur a imposé d'autres choses par ailleurs. D'accord? Mais la monnaie est un outil de contrôle, de domination et également d'oppression quand on comprend comment elle fonctionne. Et je pense que l'euro numérique est une étape supplémentaire dans ce sens en tout cas. Et j'espère que ça permettra à beaucoup de gens de s'intéresser au sujet, de surtout ne pas rester passif, de ne pas se laisser aller. Donc, mon avis personnel, c'est bien évidemment de l'éviter tant que faire se peut. Et par rapport à ta question, est-ce qu'on peut s'affranchir du système bancaire? Je pense que non, on ne peut pas s'affranchir complètement, totalement du système bancaire. On vit dans un environnement où nos échanges économiques avec certains, en tout cas, des fois nécessitent l'utilisation de monnaie, mais il y a déjà plein de choses qui sont déjà disponibles. Bitcoin nous permet à tous de pouvoir épargner de l'argent qui ne perd pas de la valeur dans le temps. C'est quelque chose que la monnaie fiduciaire ne permet pas. Et l'euro numérique ne permet pas. Bitcoin permet, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être résistant à l'ascension, de pouvoir disposer de son argent sans avoir à demander la permission. Il y a maintenant de plus en plus de solutions et on en parle de solutions pratiques. Pratico-pratiques, c'est pas juste des théories. Chez Dallas Bitcoin, on veut non seulement comprendre, mais adopter. Concrètement, comment fait-on pour convertir facilement des monnaies fiat en Bitcoin et également dans l'autre sens? Et Et aujourd'hui, on peut le faire très facilement. Si tu as du Bitcoin et tu veux convertir ces Bitcoins en euros et les envoyer et faire un virement bancaire dans l'Union européenne avec un virement SEPA traditionnel, tu peux le faire sans aucun problème. Il n'y a plus qu'à l'utiliser en fait. selon toi, est-ce que justement cet euro numérique, on peut imaginer aussi d'autres États qui vont vouloir créer leur propre monnaie numérique, elle sera imposée aux Français justement de manière inconditionnelle, du style, si vous souhaitez par exemple avoir des aides sociales ou autres, de l'argent étatique, eh ben, ça passe par l'euro numérique, tu vois. Et avoir justement ce contrôle, on va dire, total, parce qu'encore quand il y avait du cash, ah, les gens ils avaient quand même un minimum, même s'il y avait la dévaluation. Encore avec le cash, tu pouvais faire des choses. Tu pouvais partir, échanger ton argent ici à Dubaï, ou même acheter des choses. Mais là, avec cette fameux euro numérique, Mhm. en fin de compte, cette technologie-là numérique, Elle est faite pour ça, c'est ce que dit la Banque Centrale Européenne, hein. Elle dit clairement que l'objectif de l'euro numérique, c'est de pouvoir contrôler. Donc je pense qu'ils ont répondu à la question, hein. est-ce qu'ils peuvent interdire Bitcoin? Non. C'est ça qui est magnifique dans Bitcoin, c'est que, et de plus en plus de gens le disent, le reconnaissent, à une époque, il y a eu des tentatives. Alors, quand on regarde l'histoire de Bitcoin, c'est ça qui est intéressant. Bitcoin a été attaqué de plusieurs parts. Pas simplement d'un point de vue technologique, parce que c'est un système ouvert qui peut être attaqué par tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait sa force, c'est qu'il est ouvert et donc il a subi des attaques de toutes parts qui le renforcent régulièrement. Et il ne s'est jamais arrêté depuis sa création en 2009, ou depuis son lancement en 2009.
Mais il y a eu des attaques aussi politiques. Il y a eu des attaques d'États. Des États l'ont interdit. La Chine, la Russie, les États-Unis étaient contre le Bitcoin pendant longtemps. Et progressivement, l'expérience prouve qu'on ne peut pas interdire Bitcoin. On ne peut pas contrôler Bitcoin. La seule chose qu'un État peut faire, c'est s'empêcher d'utiliser Bitcoin. Mais il ne peut pas empêcher Bitcoin. Parce que C'est exactement comme dire, est-ce qu'on peut contrôler, est-ce qu'on peut interdire Internet? Ou est-ce qu'on peut euh, empêcher Internet de vivre? La réponse est non. On peut empêcher les gens d'accéder éventuellement, c'est très difficile, mais Internet continuera à vivre. Donc Bitcoin, c'est exactement la même chose. Vladimir Poutine récemment l'a dit, personne ne peut contrôler et interdire Bitcoin. C'est des phrases qui sont maintenant reconnues par des États et c'est pour ça qu'il y a une adoption forte en ce moment par les institutions, par les États. Il y a une course en ce moment qui est en train de se passer, une ruée vers Bitcoin, une ruée vers l'or Bitcoin, l'or numérique. Et on voit très clairement que l'adoption est massive, surtout chez les institutionnels. Malheureusement, les particuliers sont complètement absents. sont plus dans on va dire un peu les retail, ils sont un peu plus dans la spéculation et Exactement. dans les stable coins, dans Exactement. les mêmes coins Exact. et tout ce on va dire, parce qu'après, tu sais, c'est un peu l'image que renvoie Bitcoin, parce que les gens font, déjà, ils confondent les mêmes coins et avec les Ouais, ouais, stablecoins et ouais. en même temps avec tout ce qui est, on va dire, les autres cryptos. Mm. Et ils pensent que Bitcoin a la même fonction. Par exemple, lorsqu'ils vont voir que le même de Trump est passé de 17 milliards ou je sais pas combien à 10 millions, ben, ils vont se dire les gens ont perdu leur argent, c'est ça la monnaie numérique, c'est ça Bitcoin. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui font des raccourcis aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas étudié la question, en fait, ils mélangent tout justement entre Bitcoin, Memecoin, Mm. les stablecoins, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là? Parce que c'est légitime. Le grand public lit des articles et bah, tu sais, des gens, ils ont gagné beaucoup Ils font des d'argent raccourcis, oui, en bien quelques sûr. minutes. On voit des personnes Bien qui ont sûr, perdu bien des sûr. 100 millions de dollars en... Bien sûr. Alors, ouais, moi, la seule chose que je peux recommander, c'est l'éducation. Comme on dit, al-ilm nour, la connaissance est une lumière. Elle permet de se protéger contre l'ignorance, contre également les émotions trompeuses, la manipulation des médias, la manipulation de certaines institutions qui publiquement disent ah, le Bitcoin c'est mal, etc., etc., et qui en parallèle, en cachette, augmentent ses réserves de Bitcoin. Donc faire attention entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Bitcoin est transparent, est ouvert, on voit Il faut beaucoup de se choses former aussi. passer. On voit que l'utilisation de Bitcoin ne fait que augmenter. On voit aujourd'hui que Bitcoin est beaucoup... Pour ceux qui disent que Bitcoin est un outil spéculation, dans les faits, c'est faux. Le volume de transactions, d'échanges économiques qui est fait sur le réseau Bitcoin est supérieur aux échanges faits par Visa et Mastercard. Ah bon? C'est juste, c'est significatif. La quantité d'argent qui s'échange sur Bitcoin est massive. L'adoption qui est faite aujourd'hui, il y a plus de 150 entreprises dans le monde qui font des réserves stratégiques de Bitcoin. Des entreprises qui sont publiques, quand je dis publiques, c'est-à-dire qu'elles sont euh, enregistrées dans des bourses de leur pays, et on les voit dans quasiment toutes les régions, aux États-Unis bien sûr, au Canada, en Europe, même dans le Golfe. On a eu la première entreprise listée en bourse qui s'appelle Al-Abraj Restaurant, qui est au Bahreïn, qui est listée à la bourse du Bahreïn, qui a commencé à établir une réserve stratégique de Bitcoin. Donc des entreprises publiques, des entreprises privées, qui viennent d'ailleurs de tout secteur. Hein. Ce n'est pas que des gens comme MicroStratégie, c'est des gens qui viennent de différentes industries. Il y a bien évidemment tous les investisseurs, tous les fonds d'investissement, les fonds de retraite. Il y a des États aux Il y a des fonds de États-Unis, pension aussi qui prennent un... bien sûr. Ouais. Tous, tous les gens qui ont besoin de préserver de la valeur dans le temps ont besoin de Bitcoin, BlackRock, ils ont investi... massivement. Ah ouais. Alors, eux, ils ont investi pour eux-mêmes et ils proposent leur ETF. L'ETF Bitcoin est un ETF qui, historiquement, on n'a jamais vu ça.
l'ETF le plus rapide à atteindre des niveaux records euh, que l'on bat mois après mois. Et Aujourd'hui, on voit par exemple aux États-Unis qu'il y a plus d'Américains qui possèdent de Bitcoin que d'Américains qui possèdent de l'or. C'est intéressant à incroyable, voir. On voit même des mouvements. On voit même des gens incroyable. qui vendent de l'or pour acheter du Bitcoin. On voit des gens qui vendent de l'immobilier pour acheter du Bitcoin. Et ça vient avec de l'éducation, de la compréhension. Je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup d'idées préconçues, de gens qui mélangent Bitcoin, crypto, spéculation, manipulation, etc., etc. L'éducation est super importante. Et selon toi, est-ce qu'il y a besoin de régulation dans ce secteur-là? Justement, lorsqu'on voit un petit peu, Quel secteur? justement, Les cryptos voilà, ou de manière générale sur les cryptos, par exemple, lorsqu'on voit, par exemple, des meme coins Ouais, qui ouais. T'as sont remarqué que prônés moi, je par, parle que de Bitcoin pour l'instant. Je voilà, n'ai pas parlé voilà. je vais pas parler de crypto ou de Memecoin. Moi, je suis très critique par rapport à tout le Est-ce secteur que, des. est-ce que tu penses qu'un président, il peut sortir son meme coin Non, 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 je trouve ça inacceptable. et dire à son peuple, et après, Non. ben, les gens se retrouvent sur la paille, on va dire Ouais. ça comme ça. Il y a plus de 800 000 personnes qui ont perdu de l'argent avec le meme coin de Trump. Est-ce qu'il y a besoin justement d'une sorte de régulation, mais en même temps, le système en lui-même se veut être se réguler par lui-même. Donc, comment trouver justement le juste milieu entre toutes ces cryptos et en même temps, ben, Bitcoin qui est un peu on va dire le premier wagon. Mm. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais que. Déjà, moi, je suis très critique vis-à-vis de l'écosystème crypto de manière générale. Je suis certifié en projet blockchain. J'ai étudié le sujet de manière assez sérieuse et structurée. Ok. Et j'ai découvert également un écosystème crypto qui était loin, mais très loin de ce que j'imaginais. J'avais par le passé également des altcoins. Euh, et suite à justement, en rencontrant cet écosystème crypto, en étudiant les fondamentaux techniques, économiques, éthiques, c'est là que je me suis dit waouh, waouh, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Les principes de base, la motivation initiale de la création de Bitcoin, c'était des valeurs éthiques très importantes, qui étaient de protéger la liberté des gens, de la résistance à la censure, etc., etc., d'éviter ou de combattre la manipulation qui est faite sur la monnaie fiduciaire. Qu'est-ce qu'on voit dans les cryptos? On voit exactement la même chose, mais sous stéroïdes. On voit des rug pulls, on voit de l'inflation monétaire dans tous les sens, on voit des changements d'architecture et des changements de politique monétaire décidés par des fondations et par des développeurs qui, bien évidemment, ont beaucoup plus accès à la connaissance. Enfin, Des, c'est le des, Far des West. tokenomics de malades. C'est le Far Tu West. rentres dedans, en fait, tu as déjà perdu ton argent, tu le sais Et, même pas. et on aboutit à quoi? On aboutit à des arnaques assumées. Donc les mêmes coins, les shitcoins, enfin, les mêmes coins sont des arnaques assumées. Ce sont des gens qui disent, voilà, moi je crée une monnaie qui veut rien dire. Ouais. Et les gens achètent. C'est C'est- clairement Mais assumé. ça a été poussé par quand même, avec Musk, etc. Oui, oui, oui. C'est poussé par des personnalités Possible. Et même influentes, des tu vois. présidents. Hein. On a vu, comme tu l'as dit, Trump. On a vu également le président Javier Milei en Argentine. Il y a des gens, des officiels, des gens qui sont censés être sérieux, qui lancent des choses qui sont des arnaques. C'est fou C'est quand même, hein. concrètement des arnaques. Mais il y a aussi des projets crypto Ouais. qui sont des arnaques également, parce qu'ils ont les mêmes fondamentaux, mais qui ne sont pas assumés. Donc tout ce monde-là, de l'écosystème des cryptos, et je sais que certains frères, certaines personnes sont pas forcément satisfaits de ce genre de message, surtout ceux qui possèdent des cryptos, qui ne sont pas Bitcoin. Bien évidemment, ces gens-là, ils ont très souvent un attachement émotionnel à certaines cryptos parce qu'ils ont acheté et qui suivent le projet, qui pensent qu'il y a vraiment un projet, etc. Quand on creuse le sujet, on comprend que le fait de posséder un token ne te donne aucun droit, si ce n'est le droit de le vendre. Il t'apporte rien de plus en fait. Sauf si éventuellement tu fais partie d'un système de DeFi et tu fais des prêts, emprunts, bien évidemment. Je pars du principe que c'est pas le cas, hein, que c'est pas aligné avec nos valeurs. Mais sinon, au-delà de ça, tu es tributaire de ceux qui gèrent ce projet, gèrent cette blockchain
et qui, finalement, au final, on se rend compte que ces projets-là, enfin ces tokens, servent à lever des fonds pour couvrir les besoins des gens qui gèrent les projets et éventuellement pour donner également des plus-values aux VC qui ont investi au départ, qui ont bénéficié du préminage, c'est-à-dire des unités monétaires avant qu'ils soient disponibles au grand public. Enfin, Exactement. Ça, il faut la connaître, la tokenomics. tout ça, c'est extrêmement choquant. En tout cas, ça pose des questions et c'est par rapport à nos valeurs islamiques. C'est le Far West. Et c'est vrai, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que la Oumma aujourd'hui, toi qui es dans le Bitcoin, je Mhm. pense que tu échanges beaucoup avec les frères et les sœurs de manière plus ou moins musclée, on va dire ça comme ça. Est-ce que la Oumma, elle est prête justement à faire ce shift-là, ou elle a encore besoin d'être éduquée dessus, ou peut-être que des institutions, on va dire, religieuses reconnues devraient, je sais pas, devraient peut-être justement prendre des décisions, ou en tout cas apporter une certaine étude, parce que c'est un Ouais, sujet qui est hyper important dans le ouais. monde dans lequel on vit, dans l'investissement. Est-ce que justement, toi, il y a des démarches, Je ou en tout pense cas, il y que a des initiatives venant d'autres pays, peut-être musulmans, ou peut-être Mhm. d'institutions religieuses reconnues? Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça via Dalal Bitcoin? Moi, je vois Et il y a une prise de conscience qui est grandissante. Il y a de plus en plus de gens qui, justement, comme je le disais tout à l'heure, se rendent compte qu'il y a un vrai problème économique. Là, je ne parle pas de crypto spéculatif, même coin, etc. On ferme la parenthèse par rapport à ça. Mais juste dans le monde réel, les gens se rendent compte qu'il y a un problème qui les touche directement. Les gens s'appauvrissent dans le temps. Ils voient qu'ils sont de plus en plus contrôlés. La surveillance des banques est de plus en plus forte, des États également, etc. Et ils voient qu'ils sont de plus en plus emprisonnés dans un système. Donc il y a une prise de conscience. Et je pense que il y a néanmoins besoin de continuer enfin, d'aider les gens à comprendre d'où vient le mal et quelles sont les alternatives qui sont disponibles. Chez Dalek Bitcoin, on considère que Bitcoin n'est pas simplement un actif halal, ce qui est discuté, on en parle également avec les avis divergents sur le sujet, mais on considère que ce n'est pas seulement un actif halal, et c'est beaucoup plus que ça pour les musulmans. C'est une nerma, c'est peut-être une rahma également, c'est une alternative qui est donnée et qui permet de se réapproprier beaucoup de choses dont on a besoin au quotidien, la souveraineté, la liberté, etc. Et je pense néanmoins qu'il y a besoin d'accompagner les gens parce que c'est un monde qui fait peur. C'est intimidant. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience. Leur expérience des cryptos, c'est principalement via des exchanges. Achetés sur Binance ou sur Coinbase ou Kraken ou autre, sans faire de publicité à qui que ce soit. Leur expérience des cryptos, c'est ça. C'est de la spéculation. Mais ils c'est n'ont pas vrai, de portefeuille Bitcoin. c'est vrai. Ils n'ont jamais possédé du Bitcoin. Ils ne voient pas comment ça peut s'utiliser comme compte bancaire, tout simplement. Comment je peux payer en Bitcoin, comment je peux recevoir en Bitcoin. Parce que c'est ça, en fait. C'est pas Mhm. du tout de laisser ces Bitcoins sur des plateformes, des exchanges. C'est à l'opposé de ce qu'on devrait faire. Parce qu'il y a des personnes sans doute qui vont nous écouter et qui se posent la question, est-ce que Bitcoin est halal en fin de compte? Est-ce qu'une institution a émis un avis justement Oui, oui, oui. sur la monnaie? Parce qu'il y a des divergences, on sait il y a des détracteurs aussi Oui. qui vont dire limite interdit, c'est haram, faut pas y toucher, On a passé la soirée hier à voilà, discuter de ce faut s'en sujet-là. éloigner, tu vois. On a fait un live justement hier sur. On a adressé pas mal de questions qui étaient autour de ce sujet-là. Moi, ce que je propose aux gens qui nous regardent et qui sont intéressés par le sujet, peut-être on va leur mettre le lien à la discussion d'hier. Mais pour faire simple, il y a des avis divergents sur le sujet. La tendance est plutôt va dans le sens de gens qui reconnaissent de plus en plus qu'il est halal. Il y a des chouyours qui s'abstenaient par le passé et qui aujourd'hui disent bah non, finalement, c'est halal, c'est permissible. Il y a un avis très détaillé qui a été que j'ai partagé également sur le Telegram Tarek Bitcoin, qui a été émis il y a un mois par un institut qui fait des recherches et qui forme des savants dans les sciences islamiques très détaillés sur pourquoi Bitcoin est une source de richesse légitime en islam, ce qu'on appelle un MEL,
quelles sont les conditions à remplir, pourquoi Bitcoin les remplit. Et puis ensuite, discussion, est-ce que c'est un actif, un hard, est-ce qu'il fait partie des urud, ou est-ce que c'est une monnaie, thamaniya. Donc il y a toutes ces discussions qui sont là. Mais en tout cas, la validité, la légitimité, elle est de plus en plus présente, en tout cas dans les avis qu'on voit. Ça ne veut pas dire qu'il y a consensus, il n'y a pas consensus. Mais justement, l'une des choses que Taleb Bitcoin essaye de faire, c'est de créer des ponts. Créer des ponts entre des spécialistes de la finance islamique, des gens du quotidien, des étudiants en sciences islamiques, pour les amener à réfléchir et à discuter, et de plus en plus se positionner, parce qu'il y a également des institutions religieuses qui s'abstiennent aujourd'hui. Il y a trois catégories, hein. Ceux qui disent qu'ils sont favorables, halal, ceux qui sont défavorables, qui sont de moins en moins nombreux, et puis il y a ceux qui Neutre. s'abstiennent, Neutre. voilà, qui sont neutres. Et notamment Majma' al-Fiqh al-Islami, qui est l'Académie internationale de la jurisprudence islamique basée à Jeddah. Et justement, il y a les avis qui ont été émis sont plutôt anciens, et avec les évolutions récentes qu'on a vues, l'adoption significative des États-Unis, l'adoption de plusieurs pays, la Russie qui a changé d'avis, la Chine qui change d'avis également, le fait que de plus en plus d'adoption dans l'économie réelle est présente, ce sont des éléments à reconsidérer, à prendre en considération pour réviser les avis juridiques. Barakallahu fik, c'est très clair. On va maintenant parler un petit peu de toi aussi. Voilà. On va parler un petit peu de ton expatriation, ton choix de vie un petit peu et justement cette liberté de pouvoir vivre là où tu le souhaites. Aujourd'hui, tu vis aux Émirats. Hmm. Pour ceux qui suivent la chaîne, pourquoi ce choix? Les Émirats ont été un choix pour moi personnel, spirituel et stratégique également. Euh, Initialement, on s'est installé aux Émirats, donc ça fait presque 12 ans que je suis aux Émirats avec ma famille. On est très content, alhamdoulilah. Initialement, c'était pour s'éloigner d'un climat qui n'était pas forcément très favorable à ce que l'on faisait en France, mais surtout également pour bénéficier d'opportunités professionnelles qui étaient proposées à Dubaï, ou du moins dans le Moyen-Orient. Et, euh, et ça a été une chance, en fait, d'un point de vue professionnel. Ça a été également une chance d'un point de vue familial. Si tu vis à Dubaï ou aux Émirats, tu vois très bien qu'il y a une sécurité qui est présente, une liberté qui est disponible. Et puis, d'un point de vue spirituel, le fait de pouvoir vivre son islam de manière assumée et de manière simple, en fait. Et puis, enfin, d'un point de vue stratégique, les Émirats et certains pays dans le Golfe également bénéficient du fait justement de ne pas avoir des dettes significatives qui pèsent sur l'économie et sur les gens. Et ça, c'est une chance. Ceux qui ne le savent pas, peut-être se disent, mais pourquoi il n'y a pas autant de taxes dans certains pays comparativement à d'autres? Des pays qui sont endettés doivent chercher à rembourser ou financer une partie de ces dettes. Et c'est de là que le contrôle s'intensifie, c'est là que les taxes augmentent, etc. Donc le fait de vivre dans un pays, et Dubaï en fait partie, enfin les Émirats en font partie, mais d'autres pays également, C'est vrai. qui ont moins de dettes, ce sont des pays qui généralement offrent beaucoup plus de liberté, moins de taxes, moins d'oppression financière. Et donc c'est tout cette combinaison-là. Alors Dubaï et les Émirats sont pas parfaits, c'est pas un monde idéal, c'est pas un paradis non plus. Je pense il faut être équilibré et juste. Mais en tout cas, il donne un espace qui est très intéressant pour ceux qui ont une boussole interne et qui veulent décider de ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Complètement d'accord avec toi. Voilà, comme Machallah. Et justement, les Émirats, selon toi, est-ce que c'est un écosystème favorable à l'éthique et à l'investissement? On voit qu'il y a une nouvelle tour qu'ils vont créer prochainement. Je ne sais pas si tu as vu, ils vont l'appeler la tour crypto, je crois. Tu vois, est-ce que, selon toi, justement, c'est pour pas la les, partie que pour je les, préfère. pour les Bitcoin friendly, est-ce que tu penses que les Émirats, c'est favorable de manière générale, même à l'investissement en tant que tel? Ouais, alors, ce qu'on peut voir, hein, c'est que les Émirats clairement proposent
des opportunités, en tout cas une liberté pour les entrepreneurs. On peut aller vite pour lancer des business. On a une charge administrative qui est beaucoup plus faible que dans d'autres pays. Et ça, c'est très bénéfique d'un point de vue entrepreneurial. Mhm. On voit une facilité en fait de s'installer, de faire des choses. Donc tout ça, bien évidemment, favorise le développement économique et ça, c'est une opportunité géniale. Ensuite, à Dubaï, il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Hein. Je pense il faut que chacun soit très vigilant à ce qu'il souhaite faire parce que on peut tout faire. Des choses qui sont super bien, mais des choses qui sont peut-être, en tout cas selon moi, pas alignées avec la vision de le Bitcoin. La tour crypto, par exemple, ouais, moi je suis pas très favorable à ça. C'est mon avis personnel. Mais les initiatives qui sont plus tournées, en tout cas l'environnement qui permet à chacun de décider de ce qu'il veut faire, ça en soi, c'est génial. C'est quelque chose qui La est très liberté. profitable, voilà, la liberté. Et ensuite, à chacun de faire le choix. Il y a pas mal de gens qui quittent Dubaï pour aller à Sharjah, par exemple, ou pour aller dans d'autres Émirats, parce qu'ils préfèrent avoir un environnement qui est plus aligné avec leurs attentes familiales. C'est une liberté qui est offerte, et tant mieux. Ouais, c'est vrai. Faut savoir en profiter. Et justement, toi, comment tu trouves cet équilibre entre spiritualité, business, travail, famille, dallet Bitcoin? Comment tu arrives justement à trouver cet équilibre-là avec toutes ces activités-là pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on est une chaîne qui s'adresse aussi aux entrepreneurs, mais aussi aux personnes qui souhaitent le devenir et qui Mm. souhaiteraient peut-être venir ici. Avec toute ton expérience, quels conseils, par exemple, tu pourrais donner pour avoir ce fameux équilibre entre la spiritualité, le business, C'est un effort quotidien. la Hein. famille? C'est un effort quotidien, c'est une vigilance quotidienne, c'est un défi quotidien de trouver l'équilibre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Voilà. que euh, Allah ou ton Seigneur a un droit sur toi, ton corps a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi. Et toute la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre le droit que tu dois donner à ta famille, à ta religion, à ta personne également. Je pense que, en tout cas moi personnellement, je prétends pas avoir trouvé l'équilibre parfait. Je cherche cette harmonie, on va dire, entre toutes les dimensions de la vie. Et en même temps, je me dis que se lancer dans du business sans spiritualité, c'est toxique. C'est super important de mettre la spiritualité au cœur de ce que l'on fait. Et l'inverse, la spiritualité déconnectée du monde réel, c'est stérile. S'isoler du monde et ne pas comprendre les opportunités, les innovations disponibles, etc., c'est également se mettre en danger finalement. Donc il faut réussir à trouver cet équilibre entre spiritualité, activité, et Et puis toi, comment surtout, tu fais concrètement? Est-ce que tu as un agenda? Est-ce que tu sais, par exemple, tu vas te dire, OK, je vais essayer d'aller le plus de fois possible à la mosquée, mais en même temps, je vais essayer de m'organiser pour un alhamdoulilah, temps moi de je suis... famille? Ouais, alors quand je travaille à la maison, moi, alhamdoulilah, j'habite juste en face d'une mosquée, donc c'est super facile. Ouais, Après, c'est un choix, ouais. et ça me permet de pouvoir justement faire ça. Euh, je pense que c'est des petits choix que tu peux faire au quotidien. Il y a aussi l'environnement dans lequel tu es. Je pense qu'il est super important, le fait d'être bien entouré, le fait de jouer son rôle aussi avec sa famille, ses enfants, sa femme, son mari, pour qu'il y ait un rappel régulier et constant. C'est un défi. Encore une fois, comme je le dis, je ne prétends pas être parfait, mais le fait d'être bien entouré, d'avoir aussi autour de soi des frères qui qui rappellent ou qui vont ensemble à la mosquée, qui font des activités, etc., c'est Une bonne une fréquentation. bonne fréquentation. Et quelle est ta vision de la réussite aujourd'hui? La réussite. Alors, moi, je dirais que la réussite, c'est pas un poste dans une entreprise ou un business. C'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est la capacité à être finalement fidèle à ses valeurs et à ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. C'est de pouvoir justement avoir cette tranquillité d'esprit dans ce qu'on fait. D'où l'importance d'avoir une activité qui est alignée avec ses principes.
et pas seulement courir après l'accumulation de richesses. Il y a un point important central dans notre religion également. Et du coup, quand on a une activité, quand on arrive à allier en tout cas sa mission, son travail avec ses valeurs, ça aide énormément. Donc je dirais la réussite, c'est de pouvoir être euh, maître de sa vie quelque part, savoir gagner son argent de manière licite, savoir protéger sa famille, savoir protéger son capital, savoir avoir la possibilité de faire les choix que l'on veut, et réussir à être debout dans une période, dans une époque qui est difficile, qui est instable, qui est pleine de crises, comme on l'a dit, et d'utiliser tous les outils qui permettent d'obtenir ça. C'est pour ça que je pense, pour en venir à Bitcoin, je suis désolé d'être un petit peu insistant là-dessus, mais Bitcoin permet ça. Aide, en tout cas, est un des outils à faire ça. Il ne résout pas tous les problèmes, pas une solution magique à tous nos problèmes, mais en tout cas, il peut être un outil très fort pour être de plus en plus libre et autonome dans un monde qui nous met de plus en plus la pression. J'aime beaucoup ta sagesse. Machallah. Voilà, Chloé. Ça fait plaisir, on a besoin de ces paroles-là dans ce monde-là. On arrive, les amis, bientôt à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, surtout en bas en cliquant. Et pour le dernier mot de la fin, justement, Amgad, est-ce que tu aimerais nous partager ici quelque chose pour ceux qui nous écoutent, que ce soit un conseil Une ou que ce recommandation? soit une recommandation ou simplement une parole profitable pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être des a priori sur Bitcoin ou autre, qui est Mhm. le sujet du jour. Alors moi, je dirais à ceux qui nous regardent, je leur dirais, ne sous-estimez pas votre responsabilité individuelle, premièrement. Nous avons tous une responsabilité et les choix que l'on fait, certains peuvent sembler minimes ou petits, mais ils ont des impacts significatifs. Ne sous-estimez pas également votre capacité à changer, votre capacité à adopter des choses qui sont a priori nouvelles, qui peuvent faire peur. C'est tout à fait normal d'être intimidé par certaines innovations. Euh, se, Être passif ou refuser de comprendre le monde dans lequel on est nous met plus à mal qu'autre chose. Je pense que c'est plus un risque de ne pas adopter Bitcoin que d'adopter Bitcoin. Parce que quand on n'adopte pas Bitcoin, l'alternative qui est disponible, c'est une monnaie qui nous appauvrit, c'est une monnaie qui nous empêche de pouvoir faire les choix que l'on veut au quotidien. Euh, et c'est vrai que, pareil, si je prends le cas de Bitcoin en l'occurrence, l'un des sujets qui peut faire peur à certaines personnes, c'est la volatilité. La volatilité à court terme. Effectivement, c'est volatile. Mais quand on le comprend et quand on a une bonne approche saine et qui est placée dans le moyen long terme, eh ben, on se rend compte tout simplement que Bitcoin, c'est un super outil extrêmement résilient qui fait que les gens qui ont fait ce choix d'adopter cette technologie et cette monnaie-là, ils ne veulent plus revenir en arrière. C'est ça qui est génial. Que dans le monde des cryptos spéculatifs, on voit plein de gens qui sont frustrés, qui sont déçus et qui se débarrassent finalement de ces investissements qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils ne comprenaient pas et qui n'y reviennent plus. Dans Bitcoin, c'est l'exact opposé. Tous ceux qui adoptent le Bitcoin sur une bonne compréhension, et encore une fois, je ne parle pas de spéculation ou de trading sur des exchanges, je parle de l'utilisation de cette monnaie au quotidien. On épargne et pour pouvoir s'échanger de la valeur. Et ces gens-là, ils veulent exactement l'opposé. Ils ne veulent plus revenir dans ce monde de fiat. Ils ne veulent plus avoir à dépendre de banques, de demander la permission Faire un virement. pour faire un virement, d'avoir peur que son compte soit gelé, de subir cette infantilisation Ouais. et de retrouver leur dignité économique. Donc voilà, au début, c'est difficile. Alors, chez Dalal Bitcoin, on utilise cette formule de hijra financière parce que c'est une hijra. C'est un effort de sortir d'un environnement qui est pas aligné avec nos valeurs pour chercher des alternatives qui sont plus alignées avec nos valeurs. Ça te demande un sacrifice, ça te demande un effort. Euh, ça de- c'est mieux quand on est accompagné que
Dans les recommandations, je dirais, ne restez pas, ne soyez pas seul. Vous n'êtes pas seul déjà. Il y a plein de gens qui sont comme vous. Entourez-vous des gens qui sont dignes de confiance et qui sont compétents pour pouvoir aller de l'avant. Et justement, comment rejoindre Dalet Bitcoin? Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez, on a entendu parler d'une chaîne Telegram, est-ce qu'il y a peut-être une chaîne YouTube? Est-ce que, voilà, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Nous contacter ou nous suivre. On a donc cette chaîne Telegram où on poste régulièrement des actualités ou des informations importantes. On est aussi joignable sur Instagram et sur Ok, YouTube, où on poste du contenu un peu plus approfondi, des podcasts. J'ai parlé hier d'un live qu'on a fait, où on a répondu à des questions très précises, un peu en profondeur. ok, Et puis pour ceux qui veulent sérieusement creuser le sujet et s'investir sérieusement dans la connaissance et dans l'adoption de Bitcoin, on propose une formation ok, qui permet de creuser différentes dimensions, la partie économique, la partie monétaire, ok. technologique bien évidemment, la conformité à la jurisprudence islamique, puis l'utilisation au quotidien. Et c'est une communauté qui grandit. Alhamdoulilah, on est bientôt à 100 personnes qui font partie de cette formation Machallah. et qui grandissent. C'est un réseau, hein. Bitcoin, c'est un réseau Ouais. technologique, un réseau monétaire, mais c'est aussi un Décentralisé. réseau humain. Ce Mm. sont des gens qui échangent. C'est beaucoup d'éthique en fait. Il y a beaucoup de principes éthiques qui sont véhiculés par cette monnaie et qui fait qu'Alhamdoulilah, bah, ça grandit et puis on On accueillera espère qu'il y ait plus volontiers de les gens. personnes qui vous rejoignent, Inch'Allah. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses durant cette heure-là. Tabarakallah. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, moi, je retiens une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui est lié aux crypto. Mhm. Et quand on entend parler, voilà, c'est vraiment plus posé, plus sage. Tu vois, il y a moins. C'est rationnel finalement. Voilà, tu vois, on a envie d'entendre justement des personnes qui maîtrisent ces sujets-là, parler avec calme, parce que quand on entend parler de crypto, soit ça crie, soit ça, il y a de l'émotion, Euh, soit on est complètement contre, soit complètement pour. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Moi, j'en ai vraiment beaucoup profité, machallah, et aussi cette sagesse-là que tu dégages, qu'Allah il te préserve. Merci beaucoup pour Et l'invitation, Mehdi. tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de t'avoir dans ce podcast, Tabarakallah. On va vous mettre tous les liens juste en dessous directement pour rejoindre Dar el Bitcoin, Inch'Allah. Et Barakallahu fik, Amjad, pour ta venue aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode sur Inspire. Assalamu alaikum wa Wa rahmatullah alaykum wa salam wa rahmatullah. barakatuh.